Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous, servez-vous une boisson chaude, car l'histoire que je vais vous confier aujourd'hui est glaciale, même si elle se termine par un incendie que j'ai moi-même allumé. Tout commence dans la banlieue huppée de Bordeaux, là où les apparences comptent plus que la vérité. Je m'appelle Lison. J'ai 28 ans. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais que quitter la maison familiale, ce caveau doré où j'ai enterré ma jeunesse, serait l'événement le plus silencieux et le plus insignifiant de mon existence. Je me trompais lourdement. J'avais emballé mes affaires avec la précision d'un fugitif. Pas de bruit, pas de traces. Des cartons scotchés à la hâte, des vêtements fourrés dans des sacs poubelles noirs pour aller plus vite, mes livres précieux serrés contre ma poitrine. J'ai attendu que la maison soit vide. J'ai attendu qu'ils partent à ce brunch dominical chic où ils aiment tant se montrer, ce brunch où je n'étais jamais invitée car je faisais tâche dans le tableau de la famille parfaite. J'ai chargé le dernier carton dans le camion de location. La pluie tombait de rue, une pluie fine et pénétrante typique de la Gironde, qui semblait vouloir laver les 7 dernières années de ma vie. Je me suis hissée sur le siège conducteur, le cuir froid du volant me glaçant les paumes. J'ai tourné la clé. Le moteur a rugi, couvrant le battement frénétique de mon cœur. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je savais ce que j'y verrais, cette grande bâtisse bourgeoise aux volets bleus, impeccable, intimidante, menteuse. Au moment où je passais le portail en fer forgé, mon téléphone, posé sur le siège passager, a émis une vibration longue. Pas un appel. Une notification. L'écran s'est allumé, projetant une lumière spectrale dans la cabine sombre. C'était Facebook. Mazarine, ma sœur aînée, venait de me taguer. Mes mains tremblaient en déverrouillant l'écran. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Pas à cette violence gratuite. Une photo s'affichait. C'était ma chambre. Ma chambre vide, que je venais de quitter il y a à peine 10 minutes. Elle avait dû rentrer plus tôt que prévu. Sur la photo, le sol était nu, les murs blancs portaient encore les traces de mes cadres. Et la légende, mon Dieu, la légende. Enfin, la sangsue a dégagé. La maison respire enfin. Bon débarras. Hashtag nouveau départ, hashtag famille toxique, hashtag libération. J'ai senti un goût métallique dans ma bouche. Le sang. Je m'étais mordu la lèvre jusqu'au sang. Sous la photo, le compteur de likes s'affolait déjà. 1234 personnes avaient aimé ça. 1234 personnes validaient mon humiliation publique. Mais le pire, c'était les commentaires. Ils s'empilaient comme des briques pour construire le mur de ma honte. J'ai vu le nom de ma mère, Odile. Ma propre mère. Elle avait écrit « Enfin, je n'aurai plus à ramasser les tasses de café d'une ratée qui passe sa vie à jouer sur son ordinateur. Champagne ce soir. » Puis celui de mon père, Amaury. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. Il avait liké un commentaire d'une tante éloignée qui disait « Il était temps qu'elle apprenne la valeur de l'argent. Les chômeurs doivent se réveiller et arrêter de vivre au crochet des autres. » Je suis restée figée au milieu de la route, les essuie-glaces battant la mesure de ma sidération. Il ne se contentait pas de me laisser partir. Il me donnait un coup de pied au ventre sur le pas de la porte, devant le monde entier. Il célébrait mon départ comme on célèbre la fin d'une maladie. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette insulte publique en la pire erreur financière de leur vie, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes à Paris sous la pluie comme moi ce jour-là, au Québec sous la neige, ou peut-être au soleil à Dakar ou Casablanca? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi en commentaire, ça me donne l'impression de ne pas être seule face à mes souvenirs. Je n'ai pas pleuré. C'est étrange, on pense toujours qu'on va pleurer dans ces moments-là. Mais les larmes ne venaient pas. À la place, une froideur clinique a envahi mes veines. J'ai regardé l'écran, fasciné par leur audace. Ils pensaient que j'étais partie la queue entre les jambes. Ils pensaient que j'étais cette petite chose fragile, sans emploi, sans avenir, qu'ils avaient gentiment hébergée par charité chrétienne. Ils avaient oublié un détail. Un détail monumental. Un détail de 180 mètres carrés. Cette maison, dont Mazarine revendiquait la libération, cette maison n'était pas à eux. Elle n'était pas à mes parents. Elle n'était certainement pas à Mazarine. Elle était à moi. J'ai pris une capture d'écran. Clic, j'ai capturé les commentaires de ma mère. Clic, j'ai capturé le like de mon père.
Clic, j'ai posé le téléphone. J'ai enclenché la première. Et pour la première fois depuis 7 ans, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire du bourreau qui vient déguiser sa hache. Il voulait jouer au tribunal public? Très bien. Mais ils avaient oublié que c'était moi qui tenais le marteau du juge. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, et pourquoi ma vengeance a été si méticuleuse, il faut remonter le temps. Il faut revenir 7 ans en arrière, au jour précis où les fondations de ce drame ont été coulées dans le béton du mensonge. J'avais 21 ans. Je venais de valider ma licence de lettres modernes, une rêveuse avec des livres plein les bras et une naïveté touchante. Dans ce monde de requins qu'était ma famille, j'étais le petit poisson rouge. Ma seule protection, mon seul rempart contre la superficialité de mes parents et la méchanceté de ma sœur, c'était ma grand-mère maternelle, Mamie Zélie. Mamie Zélie n'était pas une grand-mère comme les autres. C'était une femme de caractère, une ancienne résistante au sens propre comme au figuré. Elle avait les yeux vifs, les mains noueuses, et une détestation profonde pour l'hypocrisie. Elle voyait clair dans le jeu de sa propre fille, ma mère Odile. Elle voyait comment Odile dépensait l'argent qu'elle n'avait pas pour des sacs à main de marque, comment elle méprisait les gens inférieurs, comment elle avait élevé Mazarine, ma sœur aînée, pour devenir son clone narcissique parfait. Quand mamie est morte d'une crise cardiaque foudroyante, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Lors de l'enterrement, au cimetière de la Chartreuse, sous un ciel de plomb, je me tenais à l'écart, écrasée par le chagrin. Ma mère, elle, offrait une performance digne d'un César. Elle pleurait bruyamment, s'effondrait artistiquement dans les bras de mon père, jetant des regards en coin pour vérifier que les voisins la regardaient bien. Mazarine, cachée derrière des lunettes de soleil énormes, vérifiait discrètement ses notifications Instagram entre 2 sanglots simulés. 3 jours plus tard, la lecture du testament a eu lieu dans le cabinet feutré de maître Stanislas, le notaire de famille. L'air sentait la cire d'abeille et la cupidité. Mes parents étaient fébriles. Je les avais entendus la veille au soir faire des plans. Avec la vente de la maison de maman, on pourra enfin acheter cet appartement à Arcachon, disait mon père. Et on changera la voiture, ajoutait ma mère. Ils avaient déjà dépensé l'héritage avant même de l'avoir touché. Maître Stanislas, un homme sec et précis comme une horloge suisse, nous a fait asseoir. Il a ouvert l'enveloppe. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Seul le bruit du papier qu'on déplie résonnait. Madame Zélie a rédigé un testament holographe 6 mois avant son décès, a commencé le notaire. Elle lègue la somme de 10 000 € à sa fille, Odile. Ma mère a eu un hoquet de surprise. 10 000 ? C'est tout ? Mais les comptes, l'assurance vie ? Tout a été utilisé pour des donations antérieures ou des frais médicaux, madame, a coupé le notaire sans lever les yeux. Quant au bien immobilier principal, la villa de Mérignac. Mes parents se sont penchés en avant, les yeux brillants. C'était le gros lot. La maison valait une fortune. Madame Zélie lègue la villa de Mérignac en pleine propriété à sa petite-fille, Lison. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai cru avoir mal entendu. Mazarine a éclaté d'un rire nerveux, strident. C'est une blague ? Lison ? Mais elle est gamine. Elle ne sait même pas remplir un chèque. Mon père s'est levé, rouge cramoisi. C'est inadmissible. Odile est l'héritière réservataire. Nous allons contester. Maman n'avait plus toute sa tête. Maître Stanislas a levé une main impérieuse. Asseyez-vous, monsieur. Le testament est parfaitement légal. Madame Zélie a spécifié ses raisons. Je cite, « Je laisse ma maison à Lison car elle est la seule de cette famille à connaître la valeur d'un foyer. Je sais que les vautours rôdent et je veux que Lison ait un toit sur la tête quand ils essaieront de la dévorer. » La phrase a claqué comme une gifle. Mes parents se sont tus, humiliés, le visage blême. Mais la honte, chez les narcissiques, ne dure jamais longtemps. Elle se transforme vite en calcul. Dès la sortie de l'étude, sur le trottoir, ils m'ont encerclé. Ils ont changé de visage instantanément. La colère a laissé place à une douceur mielleuse, terrifiante. « Ma chérie », a commencé ma mère en me prenant les mains. « C'est merveilleux. Mamie t'aimait tellement. Mais tu te rends compte de la charge ? Les impôts fonciers, l'entretien, l'électricité. Tu es étudiante, tu n'as pas de revenus.
tu vas te faire écraser par les dettes. On ne va pas te laisser tomber, a renchéri mon père avec son air de patriarche bienveillant. On est une famille. On va t'aider. Écoute, on va faire simple, on vient vivre avec toi. On s'occupe de tout. On gère la maison, les factures, les réparations. Toi, tu gardes ta chambre, tu finis tes études tranquilles. Tu n'auras rien à débourser. On te protège. J'étais jeune. J'étais en deuil. J'avais désespérément besoin qu'il m'aime, qu'il soit fier de moi. Je voulais croire à ce conte de fées familial. J'ai pensé que c'était un compromis équitable. J'ai pensé qu'en leur offrant un toit, ils me donneraient enfin un peu de respect. J'ai accepté. J'ai dit oui. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. En disant oui, je venais de signer mon propre arrêt de liberté pour 7 ans. Je venais d'inviter les loups dans la bergerie, et je leur avais tendu les clés. Les premiers mois, ils ont joué le jeu. Puis, insidieusement, la dynamique a changé. Ils ont pris possession des lieux comme une armée d'occupation. Mes parents se sont installés dans la chambre principale, celle de mamie, qu'ils ont relookée avec un goût douteux, jetant les vieux meubles en merisier pour du mobilier moderne et froid. Mazarine a exigé la deuxième plus grande chambre, celle avec le balcon, pour ses créations de contenu. Moi, j'ai été reléguée dans l'ancienne chambre d'amis, la plus petite, au rez-de-chaussée, celle qui donnait sur la rue et qui était mal isolée. C'est mieux pour toi, tu seras plus tranquille pour tes livres, avait dit ma mère. Très vite, le narratif familial s'est mis en place. Pour le monde extérieur, mes parents étaient les propriétaires généreux qui hébergeaient leur fille cadette un peu paumée. Mon père, qui avait pris une retraite anticipée, un euphémisme pour dire qu'il avait été licencié pour incompétence, racontait à qui voulait l'entendre qu'il gérait son patrimoine. Ma mère passait ses journées à commander des vêtements sur Internet et à organiser des apéritifs dînatoires où je n'étais tolérée que pour servir les petits fours. Et moi, je suis devenue le fantôme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je ne passais pas mes journées à jouer sur mon ordinateur. J'avais trouvé ma voie. Je suis devenue ghostwriter, une plume de l'ombre. J'écrivais des romans policiers pour des auteurs célèbres qui n'avaient plus d'inspiration. Je rédigeais des discours de crise pour des PDG en difficulté. Je gérais des stratégies de communication numérique complexes. C'était un travail solitaire, intense, qui demandait une concentration extrême. Mais pour ma famille, voir quelqu'un assis devant un écran sans uniforme ni horaire de bureau ne signifiait qu'une chose, chômage. Fainéantise. Échec. Encore en pyjama à 14 heures, lançait ma mère en passant la tête par la porte de mon bureau improvisé, alors que je venais de terminer une conférence téléphonique avec un éditeur parisien et que je portais un jogging hors champ. Si seulement tu avais le 10e de l'ambition de ta sœur. L'ambition de ma sœur. Parlons-en. Mazarine se levait à 11 heures, le visage bouffi de sommeil, et monopolisait la salle de bain pendant 1 heure. Ensuite, elle envahissait le salon MON Salon pour tourner ses vidéos TikTok. Coucou mes chéris. Aujourd'hui on parle de mindset et d'abondance. Comment attirer la richesse dans votre vie, hurlait-elle devant son anneau lumineux. Je devais marcher sur la pointe des pieds dans ma propre cuisine pour ne pas faire de bruit. Si je faisais couler un café trop fort, elle levait les yeux au ciel, exaspérée. Lisons, franchement. Un peu de respect pour ceux qui travaillent. On essaie de construire un empire ici. L'ironie était si épaisse qu'elle m'étouffait. Car voici la réalité financière de notre foyer. Officiellement, mes parents devaient payer les charges en échange du loyer gratuit. En réalité, ils oubliaient, toujours. Oh Lison, tu peux avancer la facture d'électricité ce mois-ci ? J'ai un souci de plafond bancaire, je te rembourse la semaine prochaine, disait mon père avec un sourire gêné. La semaine prochaine n'arrivait jamais. Au fil des années, las de réclamer, j'ai fini par mettre tous les contrats à mon nom. EDF, eau, gaz, Internet fibre pro. C'était plus simple. Je payais tout. Environ 500 € de charges fixes par mois. Plus une participation à la nourriture de 250 € en liquide que ma mère exigeait chaque mois, sous prétexte que la vie est chère et tu manges comme 4. Je gagnais très bien ma vie. Mes contrats me rapportaient entre 5 000 et 7 000 € par mois. Je ne dépensais rien. Je n'avais pas de vie sociale, pas de sortie, pas de vacances. Je thésaurisais.
Je voyais mon compte en banque grossir en silence, tandis que celui de mes parents fondait à cause de leur train de vie insoutenable. Je me souviens d'un Noël particulièrement cruel, il y a 2 ans. J'avais utilisé mes économies pour acheter une montre connectée haut de gamme à mon père, pensant lui faire plaisir. Lors du repas de Noël, quand son frère est venu, mon père a relevé sa manche pour montrer la montre. Regarde ce bijou. C'est Mazarine qui me l'a offerte. Elle a du goût, hein? Ma fille aînée réussit tellement bien. Mazarine, qui lui avait offert une paire de chaussettes, a souri, complice. Elle a hoché la tête, acceptant le compliment sans ciller. J'étais assise juste en face. J'ai serré ma fourchette jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'ai rien dit. J'ai avalé ma dinde sèche et ma dignité. Dites-moi honnêtement en commentaire, là, maintenant, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous hurlé la vérité devant tout le monde? Ou auriez-vous fait comme moi, noté cette humiliation dans un carnet mental noir, page 412, pour l'ajouter à l'addition finale? Je suis curieuse de savoir si ma patience était de la force ou de la lâcheté. Je suis restée. Pas par faiblesse, mais parce que j'observais. Je constituais un dossier. Je gardais chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque preuve de virement. Je savais qu'un jour, la guerre éclaterait. Et ce jour-là, je voulais avoir des munitions. Tout a basculé il y a 2 mois. C'était un mardi matin pluvieux. Je m'étais levée tôt, vers 6 heures, pour travailler sur un manuscrit urgent. La maison était silencieuse. Vers 8 heures, je suis sortie de ma chambre pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Une odeur de café frais flottait dans l'air. J'ai entendu des voix étouffées. C'était ma mère et Mazarine. Je me suis arrêtée dans le couloir, pieds nus sur le carrelage froid. Quelque chose dans le ton de leur voix m'a alertée. Ce n'était pas une conversation normale. C'était une conspiration. J'en ai marre de voir ces cartons de livres dans le couloir, disait Mazarine d'une voix traînante. J'ai besoin de plus d'espace, maman. Mon audience grandit, je dois passer au niveau supérieur. J'ai besoin d'un vrai studio pro, avec un fond vert, des lumières. La chambre de Lison est parfaite pour ça. Elle est au rez-de-chaussée, je pourrais recevoir mes clients sans qu'ils traversent toute la maison. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. Elle parlait de ma chambre. De mon seul refuge. De mon bureau. Je sais, ma chérie, je sais, a répondu ma mère d'un ton apaisant, presque complice. Ton père et moi, on y a pensé aussi. Cette situation ne peut plus durer. Lison prend trop de place. Elle nous étouffe avec sa présence morose. Alors qu'est-ce qu'on fait, a insisté Mazarine. Elle ne partira jamais d'elle-même. Elle est trop lâche. Elle est trop bien ici, nourrie, logée, blanchie à nos frais. Ma mère a ri. Un petit rire sec, méchant, que je ne lui connaissais pas, ne t'inquiète pas. On a un plan. On va lui dire que la santé de papa se dégrade. Qu'il a besoin de calme absolu, que ses horaires décalés de travail sur ordinateur le perturbent. On va lui mettre la pression psychologique pour qu'elle prenne un studio en ville. On lui dira que c'est pour son bien, pour son indépendance. Et si elle veut revenir le week-end, à Jean-Mazarine. On changera les serrures du portail, a répondu ma mère avec une froideur glaciale. On lui dira qu'on a perdu les clés, ou que le mécanisme est coincé. Elle finira par comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue. Cette maison est trop bien pour elle. Elle ne mérite pas tout ça. Regarde-la, elle ressemble à rien, elle n'a pas d'amis, pas de vie. C'est une sangsue. Autant qu'elle aille sucer le sang de quelqu'un d'autre. Sangsue. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de gong. Moi, la sangsue? Moi qui payais leur électricité pour qu'ils puissent s'éclairer? Moi qui payais leur internet au débit pour que Mazarine puisse insulter l'intelligence du monde avec ses vidéos? Moi qui possédais les murs qui les abritaient? À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est enfin réparé. La petite Lison qui attendait désespérément un geste d'amour de sa maman est morte sur le carrelage froid de ce couloir. À sa place, une autre femme s'est réveillée. Une femme froide, calculatrice, méthodique. Je n'ai pas fait irruption dans la cuisine. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas pleuré. J'ai fait demi-tour en silence. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé « Agence immobilière Bordeaux Centre, achat immédiat ». J'avais l'argent. J'avais les moyens. J'avais le pouvoir. En 2 jours, j'ai trouvé un appartement. Un penthouse modeste mais ultramoderne, au dernier étage d'un immeuble neuf avec vue sur la Garonne. J'ai signé le compromis de vente la semaine suivante, payant comptant. Pendant 2 mois, j'ai joué la comédie parfaite. J'ai joué la fille docile. J'ai commencé à faire des cartons, prétextant que je faisais du tri. « Oh, tu ranges enfin ta porcherie ?» a demandé mon père en passant devant ma chambre. « Oui, papa. » « Je fais de la place », ai-je répondu avec un sourire innocent. Je faisais de la place, oui. De la place dans ma vie, en les éjectant. J'ai photographié chaque recoin de la maison. Chaque fissure. Chaque tache. J'ai constitué un dossier d'état des lieux béton. Le jour de mon départ, je leur ai dit que j'avais trouvé une colocation avec une amie. Ils étaient ravis. Ils m'ont presque poussé dehors. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir récupéré leur maison. Et puis, Mazarine a posté cette photo. Enfin, la sangsue a dégagé. C'était l'erreur fatale. C'était l'allumette jetée sur le baril de poudre. Retour au présent. Je suis assise dans mon nouveau salon. Tout est blanc, épuré, silencieux. C'est le silence du luxe. Pas de voix criarde de Mazarine. Pas de reproches maternels. Juste le calme. Sur la table en verre, mon ordinateur est ouvert. Je suis en train de rédiger non pas une lettre de famille, mais une mise en demeure juridique. J'utilise les mots froids et tranchants que j'ai appris à manier dans mes polars. Chaque phrase est pesée, chaque terme est une lame de rasoir. Objet, mise en demeure, occupation sans droit ni titre, proposition de bail locatif. Mes doigts volent sur le clavier. Cher Odile, Amaury et Mazarine, suite au départ définitif de Mademoiselle Lison, nom de famille, propriétaire légal et unique du bien immobilier situé au E-adresse, et en réponse directe aux déclarations publiques diffamatoires proférées par Mazarine sur le réseau social Facebook, le date qualifiant la propriétaire de sensu et des indésirables, je vous informe que les conditions d'occupation tacite et gracieuse de la propriété sont officiellement et immédiatement révoquées. En tant que propriétaire, voire copie du titre de propriété notarié ci-joint, je ne saurais tolérer d'héberger à titre gratuit des personnes portant atteinte à ma dignité et à ma réputation publique. Par la présente, je vous offre 2 options, et 2 options seulement. Option A, vous souhaitez vous maintenir dans les lieux. Un bail de location solidaire conforme à la loi Allure sera établi à compter du 1er du mois prochain. Le loyer mensuel, basé sur l'estimation locative actuelle du marché pour une villa de 180 mètres carrés avec jardin à Mérignac, est fixé à 2 800 €, 2 800 €, hors charge. Un dépôt de garantie équivalent à 2 mois de loyer sera exigé à la signature. Option B, vous refusez le bail. Vous disposez dès lors du délai légal pour libérer les lieux de tous vos effets personnels et restituer les clés. Tout maintien dans les lieux au-delà de ce délai sera considéré comme une occupation illégale et entraînera des procédures d'expulsion ainsi que des indemnités d'occupation journalière. Par ailleurs, et ceci est un point crucial, je vous informe que les contrats de fourniture d'électricité, EDF, d'eau, Suez et d'Internet, Orange, étant tous souscrits à mon nom personnel, voire facture jointe payée intégralement par mes soins depuis 2017, seront résiliés pour cause de déménagement à la date du date plus 7 jours. Il vous appartient impérativement de souscrire à vos propres contrats avant cette date butoir. Dans l'attente de votre réponse écrite sous 48 heures. Cordialement, Lison, votre propriétaire. J'ai relu la lettre. Elle était parfaite. Chirurgicale. J'ai imprimé le document. J'ai aussi imprimé la capture d'écran du post Facebook de Mazarine. J'ai pris un surligneur jaune fluo et j'ai tracé un trait épais sur le mot « sensu ». J'ai agrafé cette image à la lettre, comme une pièce à conviction. Je suis allé à la poste centrale. J'ai envoyé le courrier en LRAR, lettre recommandée avec accusé de réception. En France, c'est l'arme absolue. Une fois l'accusé signé, personne ne peut dire « je ne savais pas ». J'ai aussi envoyé une copie numérique par email pour être sûr que l'impact soit immédiat. Je suis rentré chez moi. Je me suis versé un verre de vin blanc, un chablis bien frais.
Je me suis assise sur mon canapé face à la baie vitrée. Et j'ai attendu. Il a fallu exactement 14 minutes. Mon téléphone, posé sur la table basse, s'est mis à vibrer. L'écran affichait « Mazarine ». Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, « Maman ». Je n'ai pas répondu. Puis papa. Puis le téléphone fixe de la maison. En 1 heure, j'avais 24 appels manqués et 33 messages. J'ai écouté le premier message vocal de Mazarine. Sa voix ne tremblait pas de peur, elle tremblait de rage pure. Lisons. C'est quoi ce délire? T'es complètement malade ou quoi? 2800 balles? On est tes parents, espèce de taré. Réponds tout de suite au téléphone. C'est une blague, hein? C'est parce que j'ai posté la photo? T'es vraiment susceptible, ma pauvre fille, c'était de l'humour. Rappelle-moi où je débarque. Le deuxième message était de ma mère. Le ton était différent. Elle pleurait. Mais c'était des larmes de manipulation, je les reconnaissais entre mille. Lisons, ma chérie. Je ne comprends pas. On t'a tout donné. On t'a logé pendant 7 ans alors que tu ne faisais rien. Et tu nous demandes de l'argent? Tu veux nous mettre à la rue? Ton père est livide, il a des douleurs dans la poitrine. Tu vas le tuer, lisons. Tu veux avoir la mort de ton père sur la conscience? Rappelle-nous, on va oublier cette lettre ridicule. Je n'ai pas répondu aux appels. J'ai envoyé un seul SMS groupé, froid comme la pierre. Tout échange se fera désormais par écrit. Vous avez 7 jours pour transférer les factures d'énergie à votre nom. Le compte à rebours a commencé. Il pensait que je bluffais. Il pensait que la petite Lison, la fille timide qui baissait les yeux à table, allait craquer au bout de 24 heures de pression familiale. Il pensait que le lien du sang était une chaîne incassable qui me forcerait à plier. Ils avaient tort. Ils ne savaient pas que j'avais passé 7 ans à forger les ciseaux pour couper cette chaîne. Les jours suivants ont été un spectacle fascinant de déni et de stupidité humaine. Au lieu de régler le problème en privé, au lieu de signer le bail ou de chercher un autre logement, Mazarine a fait ce qu'elle fait de mieux, elle a escaladé le conflit publiquement. Elle a choisi la guerre. Elle a posté une story Instagram, face caméra, les yeux humides, avec un filtre beauté Natural Glow, évidemment. Elle avait mis en scène sa détresse, assise sur le canapé du salon, mon canapé, avec une tasse de thé fumante. Les amis, disait-elle d'une voix tremblante, je traverse une épreuve terrible. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais là, c'est trop grave. Ma propre sœur, que nous avons soutenue pendant des années alors qu'elle était en dépression et sans emploi, essaie de nous escroquer. Elle a profité de la sénilité de ma grand-mère avant sa mort pour lui voler des papiers, et maintenant elle menace de mettre nos parents âgés à la rue si on ne lui donne pas 3 000 € par mois. C'est du chantage affectif pur et dur. J'ai besoin de votre soutien. #famille toxique, #manipulatrice, #justice pour mes parents. Ses followers, une armée de gens qui ne connaissaient rien à l'histoire et qui buvaient ses paroles, ont commencé à s'agiter. Ils ont trouvé mon profil Facebook grâce au tag précédent de Mazarine. J'ai commencé à recevoir des messages de haine d'inconnus. Monstre. Ingrate. Comment oses-tu faire ça à ta famille? Honte à toi. Ma mère m'a envoyé un message triomphant. Tu vois ce que tu provoques? Tout le monde sait qui tu es maintenant. Arrête ça tout de suite, reviens à la maison, demande pardon à ta sœur à genoux, et on déchirera ton bail ridicule. On dira que c'était un malentendu. C'était leur stratégie depuis toujours, l'intimidation par la honte. C'est très efficace en France, où le « qu'en dira-t-on » est roi, surtout dans notre milieu bourgeois. Ils pensaient que j'allais paniquer, que j'allais supplier pour qu'ils arrêtent. Mais ils avaient oublié un détail crucial, je suis une professionnelle de la gestion de crise. C'est mon métier. Je gère des « bad buzz » pour des multinationales. Je sais comment fonctionne l'opinion publique. Mazarine jouait aux dames avec des pions en plastique, alors que je jouais aux échecs en 4D. J'ai préparé ma riposte. Pas de cris, pas de larmes, pas de filtre beauté. Juste des faits. Des preuves. Des recettes. J'ai créé une page web simple, hébergée sur un serveur sécurisé. J'ai rédigé un post unique sur mon profil Facebook, en mode public. Le titre était sobre,
la vérité coûte plus cher qu'un like. Dans ce post, j'ai exposé 4 éléments, froidement numérotés, le testament, une photo haute définition du testament holographe de ma grand-mère, avec un zoom sur la phrase clé, je lègue cette maison à Lison pour la protéger des vautours qui l'entourent. La preuve du mensonge, une vidéo de surveillance de la cuisine. J'avais installé une petite caméra connectée il y a 6 mois pour surveiller mon chien quand je sortais, mais elle captait aussi le son. La qualité était parfaite. On y voyait ma mère et Mazarine boire leur café et dire, mot pour mot, dès qu'elle part, on change les serrures, cette ratée ne mérite pas cette maison, on va récupérer sa chambre pour ton studio. La réalité financière, les relevés bancaires PDF de 7 années de facture EDF, eau et Internet. Chaque mois. Surligné. Total, plus de 42 000 € payés par la Sansu pour le confort de sa famille. Le coup de grâce, une capture d'écran du message de Mazarine me traitant de « Sansu » mise côte à côte avec la facture Internet Orange à mon nom. J'ai écrit en légende, Mazarine dit que je suis une Sansu. Voici les preuves que je paie l'électricité qui éclaire ces vidéos depuis 2017. Voici la preuve que la maison m'appartient légalement depuis 2016. Je leur ai offert un toit gratuit pendant 7 ans. En échange, j'ai reçu des insultes et du mépris. Aujourd'hui, je reprends ma liberté. Si vous soutenez Mazarine, demandez-lui pourquoi elle vit chez sa petite sœur au chômage à 32 ans au lieu de payer son propre loyer. J'ai tagué Mazarine. J'ai cliqué sur « Publier ». Et j'ai attendu. L'effet a été immédiat. Brutal. Dévastateur. Internet adore la justice. Internet a soif de vérité. Les commentaires sous le post de Mazarine ont viré de bord en quelques heures. Les gens qui l'insultaient quelques minutes plus tôt se sont retournés contre elle avec une violence inouïe. Attends, c'était à sœur qui paie ton Internet ? Et tu l'insultes ? La honte absolue. Tu vis chez elle et tu la traites de Sansu ? Ouah, la vidéo de la mère. Quelle méchanceté gratuite. Vous êtes des monstres. Rembourse ta sœur. Mazarine a paniqué. Je l'ai vue en ligne, essayant de supprimer les commentaires, mais ils arrivaient trop vite, par centaines. Elle a supprimé ses stories. Puis elle a mis son compte en privé. Puis, finalement, elle a désactivé son compte Instagram. Son outil de travail. Son ego. Disparu. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà sur Twitter et TikTok. Sa réputation de « coach bienveillante » était en miettes. Pendant ce temps, le délai de 7 jours pour les factures arrivait à échéance. Ils n'avaient rien fait. Ils étaient trop occupés à gérer l'effondrement de leur image sociale pour s'occuper de la réalité administrative. Ils pensaient sans doute, elle n'osera pas. On est ses parents. On ne coupe pas l'électricité à ses parents en plein hiver. Le 7e jour, à 8 heures du matin précise, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro du service client d'EDF. Bonjour, je suis titulaire du contrat OE adresse. J'ai déménagé définitivement. Je souhaite la résiliation immédiate du service. Très bien madame. La coupure se fera à distance via le compteur Linky dans l'heure. J'ai raccroché. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. Mazarine devait être sous la douche. Mon père devait faire griller ses tartines. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. Encore. Encore. Il a laissé un message. Sa voix n'était plus arrogante. Elle n'était plus mielleuse. Elle était terrifiée. Lisons. Il n'y a plus de lumière. Le frigo s'est arrêté. La box internet est éteinte. Maman pleure dans le noir. S'il te plaît. Rappelle-nous. On ne peut pas rester comme ça. Je n'ai pas souri. Je n'ai ressenti aucune joie sadique. Juste un profond soulagement. La coupure n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. La conséquence logique et inévitable de l'inaction. Essayez d'imaginer la scène. Une grande villa bourgeoise, volet électrique fermé, et bloquée en position fermée car il n'y a plus de courant, plongée dans le silence absolu et l'obscurité.
Plus de ronronnements rassurants du réfrigérateur américain rempli de nourriture qu'il ne pouvait plus payer. Plus de bip du micro-ondes. Plus de lumière bleue des écrans de télévision géants. Et surtout, plus de Wi-Fi. Pour Mazarine, c'était comme si on lui avait coupé l'oxygène. Elle était coupée du monde, coupée de son audience, seule face à elle-même dans le noir. Ils ont essayé de remettre le courant. Bien sûr qu'ils ont essayé. Mon père, pris de panique, a appelé EDF en hurlant sur le pauvre conseiller au bout du fil. J'imagine la conversation, car je connais par cœur les procédures. Mais remettez le courant. C'est ma maison. Monsieur, quel est votre numéro de contrat? Je n'en ai pas, c'est au nom de ma fille. Êtes-vous le propriétaire ou le locataire en titre? Non, enfin, c'est compliqué. Désolé monsieur, pour ouvrir un nouveau compteur à cette adresse, il nous faut un bail valide ou un titre de propriété à votre nom. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Lison, moi, avait le titre de propriété. Et ils avaient refusé avec arrogance de signer le bail. Ils étaient coincés dans une boucle administrative infernale qu'ils avaient eux-mêmes créée par leur orgueil. Ils étaient des squatteurs dans le noir. Le soir même, ils sont venus à mon nouvel appartement. Je ne leur avais jamais donné l'adresse, mais ma mère avait dû fouiller dans mes vieux papiers laissés sur place ou appeler une de mes anciennes amies d'école en pleurant pour obtenir l'info. L'interphone a sonné à 21h30. J'ai regardé la caméra de sécurité de l'immeuble sur mon iPad. Ils étaient là, tous les trois, plantés dans le hall en marbre de mon immeuble de standing. Ils avaient l'air petits, gris, vaincus. Mazarine portait un jogging informe et, pour la première fois de sa vie d'adulte, ne portait pas une once de maquillage. Elle avait l'air d'une enfant perdue. Mon père tenait un sac en plastique à la main. J'ai décroché l'interphone, mais je n'ai pas déverrouillé la porte. Oui. Ma mère s'est précipitée vers le micro. Lison. C'est maman. Ouvre-nous, je t'en supplie. On doit parler. On a apporté un gâteau, ton préféré, au chocolat. Un gâteau. Après 7 ans d'humiliation quotidienne, après m'avoir traité de sangsue devant la France entière, après m'avoir menacée, elle pensait qu'un gâteau au chocolat allait régler le problème. C'était pathétique. Je ne vous ouvrirai pas, ai-je dit d'une voix calme qui ne tremblait pas, avez-vous signé le bail que je vous ai envoyé? Mon père s'est approché, bousculant presque ma mère. Lison, arrête tes conneries maintenant. On est dans le noir. Toute la bouffe du congélateur est en train de pourrir, il y a pour 300 € de viande. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ouvre cette putain de porte. Sa voix a résonné dans le hall vide. J'ai vu mes voisins, un couple élégant qui rentrait du théâtre, passer derrière eux en les regardant avec un mélange de peur et de dégoût. Mes parents, si soucieux de leur image, étaient en train de se donner en spectacle. Papa, ai-je répondu, tu as 2 options. Signer le bail et payer 2800 € plus 2 mois de caution ce soir via virement instantané. Ou partir. Je ne négocie pas avec des terroristes émotionnels. On n'a pas cet argent, a crié Mazarine, la voix brisée par les sanglots. Tu sais très bien qu'on n'a pas cet argent. On est à découvert. Alors vous vivez au-dessus de vos moyens, ai-je tranché. C'est exactement ce que tu as écrit sur Facebook à propos des chômeurs, non? Qu'ils doivent apprendre à gérer leur vie? Applique tes propres conseils, Mazarine. Bienvenue dans la réalité. J'ai raccroché. J'ai désactivé la sonnerie de l'interphone. Je les ai regardés sur l'écran. Ils sont restés là pendant 10 longues minutes. Ils gesticulaient, ils s'engueulaient entre eux. Maman pleurait et tapait sur l'épaule de papa. Mazarine fixait son téléphone inutile car il n'y a pas de réseau dans le hall blindé. Finalement, ils sont partis, traînant leurs pieds, disparaissant dans la nuit pluvieuse. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un avocat. Maître Vianney. Ils avaient dû casser leur tirelire ou emprunter de l'argent à un oncle pour se payer ses services. Ils essayaient la voie légale. Madame, a commencé l'avocat d'un ton professionnel mais ferme, je représente vos parents, monsieur et madame non. Ils sont dans une situation de détresse. Il invoque la trêve hivernale. Vous ne pouvez pas les expulser de leur domicile, c'est illégal. J'avais anticipé ce coup. J'avais passé mes nuits à lire le Code civil.
Maître, ai-je répondu avec assurance, je ne les expulse pas. Je n'ai entamé aucune procédure d'expulsion au tribunal. Ils sont libres de rester dans les lieux aussi longtemps qu'ils le souhaitent, dans le noir. Il y a eu un silence au bout du fil. J'ai continué, je ne suis pas tenu par la loi de payer leurs factures de consommation courante à mon nom personnel. J'ai résilié mes contrats car je n'habite plus là. S'ils veulent de l'électricité, ils doivent ouvrir un compteur. Pour ouvrir un compteur, ils doivent justifier de leur droit d'occupation. Pour cela, ils doivent signer un bail. Je leur ai offert un bail. Ils refusent de le signer. Je suis dans une impasse, maître. Aidez-moi. Que dois-je faire? Dois-je payer pour des gens qui refusent de reconnaître qu'ils vivent chez moi? L'avocat a marqué un long silence. Il a compris. J'étais blindé juridiquement. Ils n'étaient pas des locataires protégés, ils étaient des occupants sans titre ni droit qui refusaient de régulariser leur situation. Et la coupure d'énergie n'était pas de mon fait direct contre eux, c'était une conséquence administrative de mon départ. Je vais voir avec mes clients, a-t-il bafouillé, moins sûr de lui. Il n'a jamais rappelé. Il a dû leur expliquer la réalité crue, ils n'avaient aucune chance. S'ils allaient au tribunal, non seulement ils perdraient, mais je pourrais réclamer des indemnités d'occupation rétroactives pour les 7 dernières années. Ils risquaient la ruine totale. La fin n'a pas été un grand feu d'artifice hollywoodien. Ce fut une implosion lente, misérable et odorante. Au bout de 5 jours sans électricité, sans eau chaude, sans chauffage, l'odeur dans la maison de Mérignac est devenue insupportable. L'odeur de la nourriture avariée dans le congélateur décongelé, l'odeur de l'humidité qui s'installait, et surtout l'odeur de la défaite. Ils ont capitulé. Mazarine m'a envoyé un email, le premier message poli et sans faute d'orthographe en 20 ans. On part. Dis-nous juste quand on doit rendre les clés. On ne veut plus jamais te voir. Je n'ai pas répondu « Je vous aime ». J'ai répondu « État des lieux de sortie vendredi à 14 h avec huissier de justice. Soyez prêts. » Je n'y suis pas allé seul. J'ai engagé un huissier de justice, maître Dupin, un homme imposant et impassible, pour faire l'état des lieux. Je ne voulais pas être seul dans une pièce avec eux. Je voulais un témoin officiel, un tampon entre leur haine et ma sérénité. Le vendredi, je suis arrivé dans ma voiture neuve, une petite Audi que je m'étais offerte avec ma dernière prime. Je me suis garé devant le portail. Ils étaient là. Le contraste était saisissant. La maison, jadis si fière, semblait déjà abandonnée. Le jardin était jonché de détritus. Des cartons mal faits s'empilaient dans le salon, scotchés de travers. Mon père ne m'a pas regardé. Il fixait ses chaussures, le dos voûté. C'était un homme brisé par sa propre fierté. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Ma mère avait le visage bouffi, les yeux rouges. Quand elle m'a vu, elle a eu un sursaut. Elle a essayé de s'approcher de moi, peut-être pour me gifler, peut-être pour m'embrasser, je ne le saurai jamais car l'huissier s'est interposé discrètement. Lison, a-t-elle craché, tu es contente? Tu as détruit ta propre famille. J'espère que ton argent te tiendra chaud la nuit quand tu seras seul. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé cette femme qui avait laissé sa fille payer ses dettes en secret tout en la traitant de ratée en public. J'ai cherché une émotion en moi. De la tristesse? De la colère? Il n'y avait rien. Juste du vide. L'argent ne tient pas chaud, maman, ai-je dit doucement. Mais le respect de soi, oui. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas froid. Mazarine est descendue de l'étage. Elle traînait une valise Louis Vuitton, probablement une contrefaçon, maintenant que j'y pensais. Elle m'a lancé un regard de haine pure, un regard qui aurait pu tuer si les regards étaient des balles. Tu vas le payer, a-t-elle sifflé entre ses dents. Karma is a bitch. Tu finiras seul. Le karma a déjà frappé, Mazarine, ai-je répondu en balayant la maison vide de la main. Regarde autour de toi. C'est toi qui as invoqué tout ça avec ton post Facebook. Tu voulais de l'attention? Tu en as eu. Tu voulais que la sangsue parte? Je suis parti. Et j'ai emporté la lumière avec moi. Ils ont chargé leurs affaires non pas dans un camion de déménagement professionnel, mais dans une petite camionnette de location bas de gamme et dans la vieille voiture de mon père.
J'ai vu mon père, à 60 ans, soulever des cartons lourds, manquant de tomber. J'ai ressenti une pointe de pitié. Juste une microseconde. Puis je me suis souvenu du commentaire qu'il avait liqué, « Les chômeurs doivent apprendre à vivre ». Il apprenait. C'était une leçon tardive, douloureuse, mais nécessaire. L'huissier a fait son travail. Il a noté les dégâts, parquet rayé par les talons de Mazarine, trous dans les murs pour accrocher des tableaux, taches sur la moquette. J'ai retenu la totalité de la caution morale, que je ne leur avais jamais demandée. Quand la dernière voiture a franchi le portail, j'ai sorti mon téléphone. J'ai changé le code du digicode immédiatement via l'application. Bip. 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 Verrouillé. Je suis rentrée seule dans la maison vide. Elle résonnait. J'ai marché jusqu'à la chambre de Mamie Zélie. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais de l'après-midi est entré, chassant l'odeur de renfermés, l'odeur de leur parfum bon marché, l'odeur de leur méchanceté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé une agence immobilière que j'avais déjà contactée. Allô? Oui, c'est Lison. La maison est libre. Vous pouvez mettre l'annonce en ligne. Oui, vente immédiate. Je veux tourner la page. Je ne voulais pas vivre ici. Cette maison était imprégnée de toxicité. Je voulais l'argent pour construire mon propre empire, loin d'eux, loin de Bordeaux, loin de ce passé. 6 mois ont passé depuis ce jour. La maison a été vendue en 3 semaines. Le marché était bon. J'ai touché une somme considérable. J'ai investi cet argent dans la création de mon propre cabinet de conseil en communication de crise. L'ironie est délicieuse, l'expérience traumatisante avec ma famille m'a donné une expertise unique. Je sais comment détruire une réputation, et je sais comment la protéger. Les affaires marchent très bien. J'ai des bureaux à Paris, une équipe, et surtout, j'ai la paix. Je n'ai plus aucune nouvelle directe d'eux. Je les ai bloqués partout. Mais le monde est petit, et les nouvelles filtrent. Je sais, par des cousins éloignés qui ont repris contact avec moi, étonnamment, maintenant que je suis une femme d'affaires à succès, la famille éloignée m'adore, que leur vie est dure. Ils ont dû emménager dans un petit appartement étroit en location, dans une zone HLM en périphérie de la ville, loin des quartiers chics qu'ils aimaient tant. L'ambiance dans leur petit appartement est infernale. Ils se blâment mutuellement pour leur chute. Mon père blâme ma mère de l'avoir poussé à dépenser sans compter pendant des années. Ma mère blâme Mazarine d'avoir posté cette maudite photo sur Facebook qui a tout déclenché. Mazarine me blâme moi, bien sûr. Elle est la victime éternelle. Mais la réalité les a rattrapés. Mazarine a dû prendre un travail. Un vrai travail. Elle est caissière dans un supermarché. Je l'imagine, scannant des articles, bip, 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 en pensant à sa vie d'avant, à ses rêves d'influenceuse brisés. Ma mère a dû vendre ses bijoux pour payer les dettes. Mon père fait quelques missions d'intérim pour compléter sa maigre retraite. Parfois, le soir, quand je suis assise sur ma terrasse à Paris, regardant les lumières de la ville, un doute m'assaille. Est-ce que j'ai été trop dure? Est-ce que j'aurais dû leur laisser plus de temps? Est-ce que j'aurais dû être la plus grande personne et continuer à subir en silence au nom de la famille? Puis je repense à ce mot. Un seul mot. Sansu. Et je réalise que j'ai fait la seule chose possible. On ne négocie pas avec un parasite. On ne nourrit pas un cancer. On le retire. Ça fait mal, l'opération est sanglante, la convalescence est longue, mais c'est la seule façon de survivre. J'ai gardé une seule chose de la maison de Mérignac, le vieux fauteuil en velours rouge de Mamie Zélie. Il trône dans mon bureau. Parfois, quand je dois prendre une décision difficile, je m'y assois. J'ai l'impression de sentir son parfum de lavande. J'ai l'impression qu'elle est là, me regardant avec son petit sourire malicieux et ses yeux pétillants. Je crois qu'elle serait fière. Elle m'avait légué une maison de briques et de ciment, mais en réalité, elle m'a légué bien plus que ça. Elle m'a légué l'opportunité de me faire pousser une colonne vertébrale. Elle m'a donné les moyens de dire non. Ma sœur voulait des likes? Elle a eu une leçon de vie qui est devenue virale, mais pas comme elle l'espérait. Mes parents voulaient une vie de luxe sans travailler? Ils ont découvert le vrai coût de la vie. Et moi? Je voulais juste être vue. Je voulais juste exister.
Et maintenant, quand je me regarde dans le miroir le matin, je ne vois plus la sangsue. Je ne vois plus la ratée. Je vois une survivante. Je vois quelqu'un que je respecte. Voilà, c'est mon histoire. C'est l'histoire de la sangsue qui a fini par avaler le requin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était difficile à revivre, les mots ont parfois du mal à sortir, mais ça fait un bien fou de le dire, de le crier au monde. Maintenant, j'ai besoin de vous. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, ou si vous avez vous-même vécu avec une famille toxique, mettez un j'aime à cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne à faire connaître ces histoires. Et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Avez-vous déjà été le vilain petit canard qui a fini par s'envoler? Je lirai tout le monde, je vous le promets. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de justice, de revanche et de vérité. Prenez soin de vous. Protégez votre lumière. Et ne laissez jamais, jamais personne vous traiter de sangsue quand c'est vous qui fournissez le sang. À bientôt.